Hello petite sœur, j'espère que tu vas bien. Si cela ne va pas, n'hésite pas à me solliciter, que ce soit sur Instagram, en DM, par mail. Comme d'habitude, j'inscrirai toutes les informations sur la barre de description, peu importe sur la plateforme sur laquelle tu vas m'écouter. En tout cas, aujourd'hui, comme d'habitude, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, oh là là, tellement capital, tellement important et j'avais vraiment à cœur d'aborder ce sujet avec une personne professionnelle, une personne qui s'y connaît. On va parler de la blessure de l'abandon. Donc aujourd'hui, j'accueille donc Sandrine qui est donc thérapeute conjugale, familiale et qui se connaît très bien sur le sujet. Donc j'ai hâte de partager ce moment avec elle et je suis sûre qu'elle va beaucoup t'aider. Donc bonjour Sandrine. Bonjour Regina. Oui, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, ça va, ça va. En tout cas, je suis très contente de vous avoir. Enfin, je vous ai trouvé sur Instagram. Je suis tombée sur plusieurs posts et ces posts m'avaient beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup parlé. Donc là, c'est voilà, c'est juste un privilège du coup d'être avec vous. Donc voilà, donc merci pour votre présence. Merci de m'avoir invitée. Merci Avec beaucoup. plaisir, avec plaisir. Alors du coup, Sandrine, j'ai dit que vous étiez coach, enfin plutôt thérapeute conjugale et familiale. Est-ce que vous pourrez vous Oui, présenter un tout petit peu plus? oui. Bah, donc, du coup, voilà, je suis thérapeute conjugale et familiale près de Montpellier. Globalement, mon activité, ma mission consiste à accompagner des personnes individuelles, des couples, des parents, des enfants et aussi des ados par rapport à diverses problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et donc, juste pour dire aussi que je consulte en cabinet, je consulte par téléphone et par visio. Ok, Voilà. wow, super. Des enfants également? Enfin, des enfants de quel âge? Commence à partir de quel âge? Ah bah alors à partir du moment où ils peuvent parler, hein, donc Wow. avec alors c'est sûr qu'un enfant de 2 ans c'est compliqué, mais à Mhm. partir de 3 ans, on peut commencer à recevoir des enfants et Wow. par le biais d'images, par le biais de jeux, en fait, on peut travailler avec eux. Ok, wow, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Et depuis combien de temps vous êtes thérapeute? Vous exercez donc ce métier? Alors, je suis thérapeute depuis un petit peu plus de 10 ans. En fait, c'est une Wow. reconversion professionnelle, mais voilà, je suis à mon compte et thérapeute depuis plus de 10 ans. Waouh, non, c'est incroyable. Vous en avez vu du coup des choses. On se voit. Du coup, vous avez quand même pas mal d'expérience. Ah Donc, oui, euh, oui, donc voilà, le sujet sur oui, l'abandon, ben, je pense que vous le maîtrisez. oui, oui, je maîtrise. Super. Et en général, pour quel type de problématique, en fait, on fait appel à vous? Alors, on fait appel à moi pour différentes problématiques. Je vais les séparer en fonction du public en fait qui vient me voir. Euh, Quand ce sont des couples, on vient me voir pour des problématiques, alors des crises de couple par D'accord. rapport à différents sujets, des problématiques de communication, des ressentiments comme par exemple le sentiment de pas se sentir comprise, pas se Mhm. sentir écoutée, pas se sentir prise en compte, quand il y a des problématiques d'adultère, quand il y a des problématiques relationnelles, par exemple de la jalousie, de la dépendance affective, de la peur de l'abandon, du rejet, donc les sujets Ah, d'aujourd'hui, de mhm. l'anxiété, etc. Après, il y a la problématique des parents. Donc là, c'est plus dans le cadre de difficultés pour trouver un peu le rôle de parent ou sa place de parent. En tout cas, être une difficulté pour être le parent qu'on a envie d'être. Ça peut être aussi pour aider les parents à accompagner les enfants, vous savez, qu'on appelle atypiques, c'est-à-dire ceux qui ont des troubles de déficit de l'attention ou qui ont différents dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, etc. Mhm. Les enfants qui ont des problèmes d'anxiété. Alors, ça peut être aussi des parents qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de communication avec leurs ados, par exemple. Mhm. Après, ça peut être pour les enfants ou pour les ados. Donc là, c'est plus des accompagnements qui sont liés à des problématiques scolaires, à une mauvaise gestion des émotions, à de l'anxiété, de l'angoisse, un mal-être, des problèmes relationnels avec la fratrie ou les copains, etc. Et puis, dernier point, c'est quand on vient me voir dans un contexte individuel, où là, ça peut être pour des problématiques d'anxiété, d'angoisse, de burn-out, de dépression, des problèmes relationnels, de dépendance, des peurs de l'abandon à répétition dans les relations, des problèmes de gestion des émotions, etc., etc. Voilà. Là, je vous ai Waouh. dépeint un tableau assez global. Waouh. Eh ben dis donc, ça en fait du travail. Il y a du boulot. Oui, c'est sûr. Et surtout que vous abordez différents sujets. Et Oui. le sujet qu'on aimerait du coup aborder aujourd'hui, c'est sur la thématique, du coup, sur la blessure de l'abandon. Et vous avez dit euh,
que il y avait des personnes qui vous consultaient pour la blessure de l'abandon, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est concrètement que la blessure de l'abandon? Oui. Alors, la blessure de l'abandon, en psychologie, ça s'appelle aussi le syndrome d'abandon. D'accord. Alors, mais si je reprends vos termes, la blessure d'abandon, en fait, elle fait référence à une douleur émotionnelle profonde qui résulte généralement en fait de traumatismes ou Mhm. d'expériences, alors soit réelles, soit uniquement ressenties, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir été abandonné pour ressentir ça, Wow. pour avoir cette blessure. On peut avoir eu un sentiment d'abandon, voilà, donc c'est différentes expériences qui génèrent ce ressenti d'abandon. Ça peut être aussi le ressenti d'un rejet, en fait, ou de négligence. Et tout ça, ça a été vécu pendant l'enfance. Mhm. Et cette blessure, en fait, elle peut vraiment affecter la manière dont une personne perçoit les relations interpersonnelles. Quand je dis relations interpersonnelles, ce sont à la fois les relations amoureuses, ça peut être les relations professionnelles, ça peut être les relations amicales, ça se joue vraiment dans toutes les relations que l'on développe avec d'autres personnes. Et tout cela entraîne souvent en fait des schémas de comportement tels que la peur de l'engagement, peut-être Mhm. la peur d'être seul, la peur d'être abandonné évidemment, mais ça peut aussi découler sur une espèce de dépendance émotionnelle ou affective, voire quelquefois des situations d'auto-sabotage en fait dans des relations futures. Waouh, waouh. C'est intéressant l'aspect du ressenti, dans le sens où on n'a pas forcément été obligé d'être, par exemple, d'avoir vécu l'abandon, par exemple, d'un parent, ou etc., pour ressentir cette blessure. En fait, comment ça se fait, en fait? En fait, c'est dû à quoi? À la perception? Enfin, Bah, en fait, dès que je crois on en parlera peut-être de manière un peu plus approfondie après, mhm, mais globalement, bien évidemment, la blessure d'abandon, elle est là chez les enfants qui ont été vraiment abandonnés mhm, et adoptés, ou d'ailleurs même pas adoptés et qui ont vécu en foyer. Mais elle peut être aussi ressentie chez des personnes, chez des enfants notamment, qui n'ont pas reçu l'affection dont ils avaient besoin. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été aimés par leurs parents, mhm, mais ils n'ont pas reçu l'affection ou l'attention dont ils avaient besoin. C'est-à-dire que quand on est enfant, mais quand on est adulte aussi, on a des besoins fondamentaux qui sont totalement. identiques chez tout le monde, mais par contre avec des seuils qui peuvent s'avérer différents. Et il suffit que les parents n'aient pas la possibilité de combler totalement les besoins de l'enfant, et à ce moment-là, il va y avoir un ressenti d'abandon, en fait, hein, Mhm. qui va créer exactement les mêmes souffrances émotionnelles. Waouh. Et en quoi se manifestent justement ces souffrances au quotidien pour une personne qui nous écoute et qui se demande, mais est-ce que j'ai cette blessure ou pas? Enfin, comment ça se manifeste au quotidien? Comment ça s'active, c'est ça? Et d'où vient-elle, c'est ça? Alors oui, 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 Ok. exactement. Donc, donc en fait, ben, la blessure d'abandon, elle peut être activée par différentes situations qui viennent réveiller en fait des sentiments de rejet, des sentiments de négligence ou alors des sentiments d'isolement similaires à ceux finalement qu'ils ont vécu dans l'enfance. Alors, cela peut se produire, par exemple, lors de ruptures relationnelles, lors de conflits interpersonnels, que ce soit dans le couple, en amitié ou dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi, ça peut se produire aussi lors de périodes de solitude ou même de simples éléments en fait qui rappellent des expériences passées d'abandon. Super. Et du coup, les déclencheurs peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre Hmm. en fonction de ses propres expériences et de ses propres sensibilités personnelles. Mais en tout cas, euh, ce qui est important de comprendre, c'est d'où vient cette blessure et que cette blessure en fait d'abandon découle généralement d'expériences qui sont traumatisantes, Mhm. qui sont douloureuses, qui sont survenues dans l'enfance, telles que, comme je disais, l'abandon physique ou émotionnel par des parents ou par des figures d'attachement. C'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de situations où les parents travaillent beaucoup, sont peu disponibles, où on a des parents défaillants, on a des parents qui sont peu démonstratifs, Hmm. où on a vécu du rejet social, ou alors on a vécu une négligence affective, des séparations précoces, comme par exemple un décès d'un parent, Hmm. une hospitalisation d'un parent qui fait que subitement, brutalement, pendant une période de temps donné, ben, en fait, on n'a pas été en lien avec. Et ces parents peuvent en fait créer chez l'enfant un sentiment profond d'insécurité et de méfiance dans les relations futures,
Et tout ça, ça contribue en fait à la formation de cette blessure. Et du coup, les interactions précoces avec les figures d'attachement, donc quand on dit figure d'attachement, c'est le papa, la maman, Mhm. ça peut être, pourquoi pas, des référents, c'est-à-dire des personnes qui sont très investies dans l'éducation en Yes. fait. En fait, ces interactions précoces influencent fortement le développement émotionnel et relationnel d'un individu et les expériences négatives dans ce domaine vécues dans l'enfance peuvent vraiment laisser des durables et qui se manifestent souvent sous forme de blessures d'abandon quand on est à l'âge adulte. D'accord. Globalement, c'est ça. Super. Moi, j'ai une autre question, parce que Mm. vous avez dit que ça se manifestait, ça s'activait dans l'enfance, mais est-ce que c'est possible, parce que vous avez donné l'exemple également d'un couple, par Oui. exemple, une personne qui est en couple, est-ce qu'elle peut activer cette blessure de l'abandon en étant, par exemple, suite à une rupture, etc. Ou cette personne, elle avait déjà en amont la blessure de l'abandon et ça s'est révélé lorsqu'elle s'est mise en couple, en fait. Alors, j'aurais tendance à dire que on est tous vulnérables par rapport à l'abandon. D'accord? Hmm. Quand on a eu des relations saines et quand on a eu suffisamment d'amour, d'affection, d'attention en étant enfant, en fait, le sentiment d'abandon ne va pas durer longtemps. D'accord. La problématique se trouve chez les personnes qui ont vécu en amont un traumatisme ou des traumatismes d'abandon, donc Mhm. notamment dans l'enfance. Et dans ces cas-là, à l'âge adulte, lors d'une rupture amoureuse par exemple, ce sentiment d'abandon va être plus régulier et surtout va laisser de la souffrance émotionnelle pendant beaucoup plus longtemps. Et Mhm. le ressenti va être beaucoup plus profond, beaucoup plus difficile à supporter. Ok, ok, je comprends mieux. Et comment on peut reconnaître la blessure de l'abandon? Parce que quelquefois, on peut avoir une blessure, mais inconsciemment, on ne sait pas poser les mots sur ce qu'on ressent, ou des fois, on peut être dans le déni. Mais comment on peut reconnaître cette blessure et comment cette blessure, elle peut se manifester de façon pratico-pratique au quotidien? Ok, ouais. Donc, je vais vous donner en fait les symptômes. Moi, j'appelle ça des symptômes. D'accord? Je vais donner les symptômes les plus courants et les D'accord. plus couramment rencontrés chez les personnes qui souffrent de blessures, de la blessure Super. d'abandon. Voilà. Euh, il faut dire que déjà, elle peut se manifester de différentes manières dans la vie quotidienne et Mhm. les exemples que je vais vous donner ne sont pas à prendre de manière séparée. Il peut y en avoir plusieurs à la fois. Ok. Ok. Alors déjà, chez certaines personnes, il peut y avoir une peur de l'engagement, c'est-à-dire que ces personnes-là peuvent éviter les relations sérieuses ou avoir des difficultés à s'engager émotionnellement ou à faire confiance aux autres. Ça, Mhm. c'est un des symptômes. Un autre symptôme, ça peut être de se retrouver dans ce qu'on appelle une dépendance affective ou émotionnelle, c'est-à-dire le fait de chercher constamment l'approbation ou la validation des autres pour se sentir aimé ou apprécié. Yes. Il peut y avoir un troisième signe qui est la peur de l'abandon, pour le coup. Donc, c'est être hypersensible aux signes de rejet et d'abandon, même dans des situations où finalement cela n'est pas justifié. Mhm. Ça peut être aussi un évitement de la solitude. On peut se retrouver avec des personnes qui éprouvent un malaise extrême lorsqu'elles sont seules et qu'elles cherchent du coup souvent à combler ce vide par des distractions constantes ou à rechercher activement tout le temps la compagnie des autres. La solitude est compliquée pour ces personnes-là. Mhm. Il peut y avoir aussi des situations d'auto-sabotage, c'est-à-dire que ces personnes se comportent de manière inconsciente en sabotant involontairement les relations ou les opportunités positives de relations par des peurs inconscientes blessées ou d'être abandonnées. Il y a aussi le besoin excessif de contrôle, c'est-à-dire que ces personnes-là essayent de contrôler de manière extrême les situations et les relations qu'elles ont pour éviter en fait de se retrouver dans une position de vulnérabilité où l'abandon pourrait se produire. Wow. Il y a aussi par exemple les fuites émotionnelles. Donc ce sont des personnes qui peuvent éviter de faire face à leurs propres émotions Mhm. ou alors éviter de les exprimer en préférant les refouler ou les ignorer pour éviter la douleur. Mhm. Et puis, dernier point important, souvent, ce sont des personnes qui ont une mauvaise estime d'elles Mhm. mêmes. Et donc, du coup, elles ont le sentiment de ne pas mériter d'être aimées. Vous voyez? Wow. Voilà. Globalement, ce sont les traits de caractère les plus grands. Wow. Bah, on voit quand même que les impacts restent quand même assez,
assez conséquent et ça me fait justement penser à plusieurs du coup petites sœurs qui ont vécu du coup la peur de l'abandon et j'en ai plein d'exemples comme ça parce que il y en a beaucoup qui me disent qui ont vécu l'abandon et qui ont activé cette blessure à la suite d'un départ ou l'abandon d'un père. Et Mm. ces mêmes jeunes filles, en fait, elles transportent une énorme, enfin, elles transportent en fait de l'amertume, une énorme, du coup, colère vis-à-vis de leur papa. Que diriez-vous, du coup, à ces jeunes filles qui souffrent actuellement et qui transportent, du coup, cette blessure intérieure? Ok. Alors, déjà, il est clair qu'il faut comprendre ce qu'est l'émotion de la colère. La colère, elle est souvent présente, en tout cas dans ces cas-là, effectivement dans la blessure d'abandon, quand il y a de l'amertume, mais Mhm, quand il y a aussi un sentiment d'injustice ou de trahison, en mhm, fait, le sentiment de ne pas mériter tout ça et d'en vouloir, pour le coup, à ce parent qui a été défaillant ou qui les a abandonnés, qui est parti. Euh, donc là, là aussi, il y a plusieurs points, moi, que je pense important d'aborder. C'est-à-dire que j'aurais tendance à leur dire, on peut parler déjà d'abandon émotionnel. mhm. Si effectivement, cette personne-là a ressenti un abandon émotionnel de la part, alors je vais mettre, là vous donnez l'exemple du père, mais je vais quand même le mettre en général, Yes. de la part de ses parents, en fait, elle peut éprouver de la colère envers ses parents ou un de ses parents parce que elle trouve elle n'a pas été comblée dans ses besoins affectifs fondamentaux. En fait, cette colère, elle peut provenir du sentiment de ne pas avoir été suffisamment aimée, soutenue ou comprise. Okay. Yes. Euh, Après, il peut y avoir aussi, cette colère, elle peut être due à un sentiment de négligence. La colère, en fait, elle peut aussi résulter de la négligence émotionnelle ou physique, où le parent ou les parents n'ont pas été présents pour répondre à ses besoins ou pour lui fournir en fait un environnement sûr et sécurisant. Et cette négligence peut être perçue comme une espèce d'abandon qui Mhm, génère bien évidemment de la colère en elle. Okay. Après, c'est ce que je vous disais, il y a ce sentiment d'injustice. Si elle ressent un traitement injuste ou partial de la part d'un de ses parents ou de ses parents, effectivement, elle peut développer de la colère envers lui ou elle ou eux, et pour ne pas avoir été traitée équitablement. Et puis après, une colère aussi qui peut se retrouver dans le cas de rupture familiale, c'est-à-dire que mhm. des événements tels que les divorces de parents, tels que le départ d'un papa, d'un maman qui abandonne, ou la séparation ou la rupture d'autres circonstances familiales peuvent aussi bien évidemment déclencher de la colère envers les parents et surtout si à ce moment-là la personne ressent le sentiment d'avoir été abandonnée et ce quels que soient en fait les besoins qui n'ont pas été comblés pendant cette période. Mais en tout cas, moi ce que j'aurais tendance à dire à ces personnes-là, c'est que dans ces situations de colère liées à des sentiments d'abandon, premièrement, il est essentiel de reconnaître cette colère, c'est-à-dire de Mhm. dire qu'elle est justifiée, qu'on a le droit de la ressentir, qu'elle est légitime pour nous, d'accord. Par contre, moi, j'invite vraiment à aller la travailler pour Mhm. comprendre d'où elle vient, parce qu'elle peut être liée à un de ces points que j'ai abordés, et c'est important de savoir lequel ou lesquels de ces points ça vient toucher. Et le but, c'est de les traiter de manière essentiellement avec un professionnel, de façon à se libérer de cette colère. Parce que en étant habité par cette colère, en réalité, on reste figé dans ce sentiment d'abandon. Vous voyez ce que je veux Hmm, dire? yes, yes, totalement. Totalement. Et moi, j'ai une question, c'est une petite parenthèse, mais pourquoi est-il important de reconnaître, ou plutôt euh, voilà, de poser des mots sur ce qu'on ressent ou sur certaines blessures, en fait, de reconnaître que là, par exemple, j'ai été abandonnée, j'ai subi ça, donc du coup, bah, ça a provoqué telle chose. Pourquoi cette étape, elle est si importante et si essentielle pour la guérison? Alors, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les émotions, en fait, moi j'aime bien dire qu'une émotion, quelle qu'elle soit, c'est une espèce de messager qui vient nous faire ressentir. Alors, il y a des émotions qui sont agréables, mais donc celles-ci, en général, tout va bien. Il y a Mhm, les émotions désagréables. Moi, mhm, j'aime pas le terme d'émotions positives ou négatives parce qu'en réalité, elles ont toutes un sens. Donc, c'est pour mhm, ça que je parle yes. d'émotions agréables ou désagréables. Mais donc les émotions désagréables, en général, elles sont difficiles à vivre, elles font mal, elles font peur, etc. Et donc, mais elles ont une raison d'être. Elles viennent nous faire comprendre qu'il y a quelque chose dans notre esprit, dans notre psychologie,
il ne nous convient pas. Ok? Donc, accueillir cette émotion et essayer de comprendre à quoi elle est due, ça nous permet de faire un lien entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense en fait, et les souffrances qui sont ancrées en nous, dans notre psychologie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, totalement. Totalement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est hyper important d'essayer de trouver une origine. Et Mm. tout seul, quelquefois, c'est pour ça que moi je trouve, en tout cas, avec ce style de blessures, que ce soit des blessures d'abandon ou des blessures de rejet, sont des blessures qui sont extrêmement fortes, extrêmement profondes, Mm. qui nous remettent en question l'existence même de notre être parfois. Vous voyez ce Totalement. que je veux dire? Mm. Que tout seul, ça peut être compliqué d'aller trouver les origines en fait de notre sentiment d'abandon, de notre colère, Mm. etc. Et se faire aider, ça permet justement de se sentir moins seul avec tout ça et de réussir à mettre du lien entre ce que je ressens et ce qui m'a fait souffrir en réalité. Waouh, waouh. En fait, c'est très fort ce que vous dites. En fait, je suis en train de faire le lien parce que il y a pas très longtemps, il y a une personne qui me disait, mais en fait, je sais même plus à quoi je sers sur cette terre, en fait. Enfin, parce que Ah j'ai ouais. l'impression d'être rejetée, d'être abandonnée, personne me comprend, etc. Mais là, je suis vraiment en train de faire le lien, en fait. C'est parce que cette personne elle a vraiment cette blessure et elle se pose des questions même sur sa propre existence. Donc, C'est ça. c'est... Waouh, Bah, dans c'est... toutes les blessures qui existent, hein, il y en a plusieurs, hein, des blessures qui existent. Hein, il y a des blessures aussi de trahison, d'injustice, etc. Mm, Euh, les deux blessures qui sont les plus traumatisantes, elles sont toutes très importantes. Hein, mhm, mais celles qui remettent vraiment en question notre existence, enfin, c'est notre schéma de pensée, hein, c'est pas le mhm, cas en réalité. Celles qui nous font vraiment nous dire que on n'a pas de place sur cette terre, que on mérite pas d'être aimé, comme ça, et ce sont des besoins fondamentaux en fait. Ce sont totalement. vraiment les deux blessures qui sont celles de la blessure d'abandon et la blessure de rejet. En fait. Waouh, waouh, c'est très fort. Donc, ouais. Donc, vaut mieux se faire accompagner Ah pour oui, travailler sur ses blessures. Non, mais ah oui, 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 moi je le c'est dirai vraiment un jamais conseil que assez. je donne. Et je dis pas ça pour défendre la Hmm, pratique que je fais, mais vraiment, il y a des choses qu'on peut faire tout seul par le biais de lecture, de podcasts, mhm. de tutos, tout ça, ça a énormément de sens, ça aide beaucoup. Mais à un moment donné, il faut oser aller franchir la Yes, yes. porte d'un thérapeute, ça c'est clair. Ouais. Ouais, non, super. Merci beaucoup. Et j'ai une question par rapport aux relations. On a vaguement parlé des relations, mais de façon générale, comment on peut s'exprimer du coup la peur de l'abandon dans les relations et également dans les relations amoureuses? Parce que bon, ça j'en ai entendu des choses, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, oui, oui. Alors, je vais englober un petit peu dans mes réponses, je vais englober un petit peu des situations, euh, enfin des comportements qui peuvent être présents quand on a la blessure d'abandon. Euh, et quand ce sera nécessaire ponctuellement, je vais préciser que c'est dans la relation amoureuse, mais parce que quand même c'est important de comprendre que globalement, les mêmes symptômes se retrouvent dans toutes nos Hmm, relations. yes, ok. Alors, en mettant quand même un petit point bémol par rapport aux relations professionnelles, mais relations amicales et relations amoureuses, bien souvent la différence est assez faible en fait. Donc là aussi, je vais donner quelques éléments qui sont les plus fréquemment rencontrés. Alors là aussi, je dirais qu'elles peuvent se manifester de différentes manières. Là, je vais donner les exemples les plus réguliers. Et encore une fois, c'est pas à prendre séparément parce qu'il peut y avoir, et bien souvent il y a plusieurs des points regroupés dans ce que je vais aborder. D'accord? Ok. Alors, déjà, on a ce qu'on appelle l'attachement excessif, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce cas-là à être une personne qui peut avoir besoin, qui peut devenir excessivement dépendante ou possessive envers son partenaire ou sa partenaire ou envers une amie ou un ami. Hmm, Et tout ça en cherchant constamment à être en contact, c'est-à-dire physique, ou en ayant tout le temps le besoin d'être rassuré de manière excessive sur l'engagement et sur la loyauté de l'autre. Ok? ok. Après, on a, deuxième point, on peut avoir par contre le contraire, l'évitement dans l'engagement. C'est-à-dire qu'on peut se Hmm, retrouver avec des personnes qui peuvent être réticentes à s'engager dans des relations sérieuses par peur d'être abandonnées ou hmm, blessées. Et du coup, elles peuvent adopter des comportements, ce qu'on appelle d'évitement, de fuite, dès que leur relation devient trop proche ou trop sérieuse. wow. Vous voyez? Après, on peut se retrouver, troisième point,
avec ce que moi j'appelle des tests constants pardon, de l'amour ou de la fidélité. C'est-à-dire que la personne peut tester régulièrement la loyauté Waouh, de son partenaire waouh. en cherchant des preuves constantes d'amour et de fidélité pour apaiser en fait ses craintes de l'abandon. Mm, On peut se retrouver aussi avec de la jalousie excessive. Alors là, pour le coup, c'est la peur de perdre son partenaire qui peut induire des sentiments de jalousie mais démesurés et même dans des situations en fait où il n'y a pas de menace réelle pour la relation. waouh. Ensuite, on peut se retrouver avec une sensibilité accrue aux signes de rejet, c'est-à-dire que la personne peut être hypersensible aux signes de rejet ou de désintérêt de la part de son partenaire et interpréter, elle peut se retrouver à interpréter souvent de manière là aussi excessive les comportements neutres ou anodins comme des signes d'abandon qui sont imminents, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et puis enfin, dernier point, on se retrouve aussi par moments dans des situations d'auto-sabotage, c'est-à-dire que par peur d'être rejeté ou d'être abandonné, une personne peut saboter involontairement et inconsciemment la relation en adoptant en fait des comportements autodestructeurs ou en créant des conflits pour se protéger émotionnellement, par exemple. Vous voyez. Waouh, waouh. Non, mais Voilà, globalement, c'est l'impact, les les situations, impacts les fascinants. comportements de manière récurrente. Waouh. Et comment nous, nous pouvons nous comporter du coup face aux personnes qui ont du coup ces symptômes? Oui. Alors, lorsqu'on interagit en fait avec une personne qui a peur de l'abandon, il est extrêmement important, voire primordial, voire indispensable, d'être en fait compatissant et compréhensif déjà, Ok. premièrement. Euh, il faut en plus essayer, quand c'est possible, hein, et quand ça génère pas trop non plus de douleur et d'émotions chez nous, hein, Mhm. d'écouter attentivement les préoccupations de cette personne et sans les minimiser, sans les juger, en offrant en fait un soutien émotionnel constant et en rassurant en fait la personne sur notre présence et notre engagement auprès d'elle. Mhm. Euh, Après, il faut aussi quand même établir des limites saines dans la relation et encourager cette personne à une communication ouverte, authentique, pour qu'elle puisse exprimer ses sentiments en toute sécurité. Okay. Et enfin, il faut encourager cette personne à, bien évidemment, comme je le redis encore une fois, à rechercher un soutien professionnel si nécessaire pour explorer, pour traiter en fait les émotions qu'elle ressent de manière vraiment plus approfondie et de mettre du lien entre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle ressent aujourd'hui à l'âge adulte. Ok. Mais je tiens aussi à préciser qu'il est primordial pour les personnes qui sont en interaction avec des personnes qui ont des blessures de l'abandon de vraiment mettre ses propres limites, c'est-à-dire ne pas se retrouver dans des postures où à vouloir trop aider l'autre, on se Mhm. retrouve mal soi-même émotionnellement ou Yes, psychologiquement. yes. Ouais, ok, super. Et on a également parlé, en tout cas vous avez abordé le sujet de la dépendance affective, Oui. qui est engendrée du coup par la blessure de l'abandon. Quels conseils Oui. donnerez-vous aux femmes qui sont dépendantes affectives et qui essaient de combler entre guillemets le vide qu'elles ressentent en fait en s'accrochant par exemple à des relations toxiques, en s'accrochant par exemple à des amis, etc. etc. Alors, déjà, juste petite précision, pour moi, il est important de dire que c'est pas parce qu'on a une blessure de l'abandon qu'on a systématiquement une dépendance affective. Ok. Euh, ok, ça c'est hyper important Mm, mm. parce que c'est pas toujours le cas. Alors, c'est sûr que par contre, si on a une dépendance affective, on a forcément une blessure d'abandon. Ok. La plupart du temps, en tout cas, c'est le cas. Mm, mm. Ok. Voilà. Mais alors du coup, les conseils que je donnerais à une femme, je lui dirais que pour essayer d'apaiser cette dépendance affective, en tout cas de la réduire, je lui conseillerais de se concentrer sur la recherche de son propre bonheur et de son propre épanouissement, indépendamment en fait de ce que les autres peuvent lui procurer. Mm. Vous voyez, c'est-à-dire que son bonheur et son épanouissement, c'est à elle de se procurer et ça n'est pas d'attendre en fait que l'autre comble ses besoins. Je l'inviterai à explorer ses propres passions, ses propres hobbies, ses propres activités qui lui apportent de la joie et du sens. Je lui proposerai d'investir dans son développement personnel,
et de cultiver son indépendance émotionnelle, parce que c'est ce qui lui permettra de trouver un équilibre et une satisfaction intérieure plutôt que de dépendre des autres pour combler en fait ce manque affectif, ce vide affectif et émotionnel. Yes, yes. Et puis, j'aurais tendance à lui dire qu'en fait, les personnes dans cette posture, en fait, dans cette dépendance affective, qui attendent que leur entourage comble le vide émotionnel, ne font que valider et que conforter en fait cette dépendance affective et cette blessure de l'abandon, alors qu'en réalité, les personnes autour de nous, c'est impossible d'attendre qu'elles viennent combler nos besoins. Elles ne peuvent pas, c'est un puissant fond en fait. Mm. Et bien, en plus, bien souvent, le ressenti, c'est que ça n'est jamais suffisant en fait. Mm. De leur faire comprendre que tout doit devenir d'elles en fait. Vous voyez? Yes, yes. Voilà. En tout cas, c'est très clair. Et j'ai Mm. également une autre question, c'est par rapport au pardon. C'est vrai que je parle beaucoup de pardon sur ma page, Mm. mais je voulais savoir, vous, en tant que thérapeute, quelle est la place du pardon justement dans ce processus de guérison pour une personne qui a ressenti cette blessure de l'abandon. Alors, euh, déjà, je reviendrai un peu en amont. Je dirais que avant de parler de pardon, il faut bien repenser au fait, comme je dis tout à l'heure, que euh, il est important de prendre le temps de reconnaître et de valider déjà ses émotions. Mhm. Il est important de comprendre aussi, du coup, que le pardon ne veut pas, n'est pas nécessairement, pardon, synonyme d'oubli ou d'excuse ou de minimisation, ni de la Mhm. douleur, ni de ce qui a été vécu. C'est-à-dire, Yes. ni de ce qui a été vécu et qui est à l'origine de cette souffrance et de cette blessure. Le pardon, alors il y a le pardon religieux, hein, mais le pardon tel qu'on l'entend en psychologie, c'est vraiment, ce n'est pas excusé. Hein. Ça, c'est vraiment très important de faire la différence parce que du coup, ça permet aussi de plus facilement se diriger vers le pardon à partir du moment où on se Mhm. dit que ça n'est pas excusé. Vous voyez ce que je veux dire? Yes, yes. Voilà. Mais pardonner, c'est super important d'essayer de se diriger vers ça parce que porter le fardeau de cette souffrance, des situations qui ont fait qu'on est dans cette blessure, en fait, porter ce fardeau et ce ressentiment peut être vraiment néfaste pour sa santé émotionnelle et psychologique. Mm. Euh, donc, du coup, moi, j'aurais tendance à dire que le pardon, par contre, il peut être très, très difficile à faire seul. Et alors là, encore une fois, j'insisterai sur le fait que vraiment, ça, c'est quelque chose à aller travailler avec un spécialiste, avec un thérapeute, pour expliquer, pour explorer à la fois les ressentis, les émotions, trouver en fait les origines et les moyens de guérir. Alors, le terme de guérir parfois peut me gêner parce que est-ce qu'on guérit de cette blessure et de nos blessures? Je suis pas sûre. Par contre, on peut faire en sorte de moins en souffrir. Et Mm. du coup, ce pardon peut être un moyen de moins souffrir de ces blessures. Et ça permet aussi parfois une réconciliation, euh, ou alors ça permet de décider de prendre une certaine distance émotionnelle pour sa propre sentimentale avec la personne qui nous a fait souffrir et qui fait qu'on est dans cette blessure d'abandon. Ok, super. Bah, justement, vous avez répondu à à une de mes questions. C'était est-ce que finalement on peut guérir de la blessure de l'abandon? Mais je pense que vous avez Là, je déjà l'ai dit, mais répondu. je peux le développer Ouais, davantage pour le coup. super. Voilà. Alors, j'aurais tendance à dire que si je garde ce terme de guérir, oui, bien sûr, c'est possible d'en guérir. Mais avec du temps, avec un soutien approprié, avec un travail thérapeutique ciblé et approprié. Par contre, je pense vraiment il faut que ce soit clair dans les esprits. Et Mhm. alors du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, je reviendrai sur le thème de guérir, qui ne me convient pas toujours, parce que guérir à proprement parler, lorsqu'on a vécu de tels traumatismes, moi je dirais non, parce que la personne adulte, parce que la personne adulte, est-ce qu'elle est aussi du fait de ses traumatismes en fait. Donc cela fait partie intégrante d'elle, de sa personnalité, de ses forces. Souvent, ce sont des personnes qui sont très résilientes. Les personnes qui arrivent à grandir, à devenir adultes, avec une santé psychologique relativement ok, alors qu'elles ont vécu de l'abandon dans l'enfance, sont des personnes qui sont extrêmement résilientes. Mhm. Et, euh, et donc, je dirais plutôt, moi, que l'on peut apaiser fortement, voire totalement, le mal-être et les émotions qui sont liées à ces traumatismes en apprenant à vivre avec.
Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, en étant accompagné par un thérapeute, c'est apprendre à accueillir, à accepter les émotions vécues par le passé, celles qu'on vit actuellement et qui nous font souffrir, et en trouvant les origines, en y travaillant, c'est-à-dire en y travaillant sur le côté émotionnel, sur le côté comportemental, c'est-à-dire les comportements, les schémas de pensée, les croyances que l'on peut avoir transportées et qu'on peut avoir en nous à cause de ces blessures. Et donc, du coup, guérir, c'est plutôt, en fait, essayer de modifier, en fait, les schémas de pensée, les schémas de croyances, les schémas de comportement malsains que l'on a, et ainsi pouvoir vivre, en fait, dans le présent et dans le futur, sans être parasité par les émotions qui sont liées au traumatisme d'abandon vécu dans le passé, dans l'enfance. En fait, c'est vraiment, je le redis, c'est apprendre à vivre avec son histoire, avec son vécu, mais sereinement. Waouh, et c'est déjà énorme. Ouais, c'est C'est déjà énorme. quelque chose. Et Ouais, quelles sont justement les étapes pour en guérir? Alors, vous avez parlé du fait de pouvoir reconnaître, ouais. de trouver également l'origine également de cette blessure, mais quelles sont les suites des étapes pour pouvoir apprendre justement à mieux vivre avec, ou plutôt à vivre sereinement? Ok. Donc, je vais reprendre quand même un tout petit peu en développant peut-être un tout petit peu Super. ce dont j'ai parlé avant. Et donc, reconnaître, accepter la blessure, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience de la présence de la blessure d'abandon et accepter en fait l'impact que ça a sur notre vie. Ça, c'est la première étape importante. Après, c'est ce que je vous disais, explorer les origines, c'est-à-dire comprendre les origines de la blessure, comment les expériences d'abandon et de rejet dans l'enfance, euh, déjà quelles sont les origines et les identifier et identifier les schémas de comportement et de pensée associés. Par exemple, les personnes qui ont vécu de l'abandon peuvent se retrouver avec des schémas de pensée qui sont je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas assez bien pour être aimé, par exemple. Voilà. Bon, bah, ça, c'est des schémas. Il faut trouver les origines de l'abandon pour comprendre pourquoi on a ces pensées-là. Ensuite, c'est exprimer et valider ces émotions, c'est-à-dire se permettre de ressentir, d'exprimer ses émotions liées à la blessure d'abandon. Et ces émotions, ça peut être la colère, la tristesse ou la peur. C'est apprendre à les valider, ces émotions, et sans les juger, sans les renier, sans être dans le déni non plus. Mhm. Ensuite, c'est, une fois qu'on a compris tout ça, c'est changer ses schémas de pensée, c'est-à-dire identifier et remplacer les croyances négatives que l'on peut avoir ou les croyances autodépréciatives en fait, associées à la blessure d'abandon pour les remplacer par des pensées plus positives et plus réalistes. Mhm. Ensuite, c'est développer une certaine, comment je vais vous dire ça, autonomie affective et émotionnelle, c'est-à-dire cultiver sa propre estime de soi et apprendre à se soutenir euh, émotionnellement et indépendamment des autres. Mhm. C'est aussi établir des limites saines, c'est-à-dire apprendre à définir et à maintenir des limites personnelles saines dans les relations, en s'assurant de respecter ses propres besoins et de Mhm. se protéger contre des situations potentiellement néfastes, c'est-à-dire dans des relations amoureuses ou amicales, quand on vit des situations où on sent qu'émotionnellement ça n'est pas OK pour nous, c'est de dire non, ça je n'accepte pas, je ne valide pas, je Mhm. refuse ce que tu es en train de me dire, ce que tu es en train de me faire, pour moi c'est non. Vous voyez? Wow. C'est aussi pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire être gentil avec soi-même, Yes. s'accorder de la compassion dans ce qu'on est en train de vivre. C'est se traiter avec amour, avec bienveillance. Et ça, même si on n'a pas reçu de l'amour et de la bienveillance quand on était enfant. Et en fait, c'est se donner de l'amour, de la bienveillance comme si vous le faisiez, comme si on le faisait avec un ami en fait en Mhm. difficulté. Et puis dernier point, c'est ben, chercher un soutien professionnel si tout ça c'est pas suffisant, ce qui souvent est le cas. C'est-à-dire ne pas hésiter à aller consulter pour obtenir en fait un soutien supplémentaire, se sentir, ne pas se sentir seul, et puis obtenir des outils thérapeutiques adaptés pour réussir justement à modifier ces schémas de pensée, à modifier nos comportements, etc., etc. Ah, Et super. moi, je tiens quand même à préciser que la guérison, je vais quand même utiliser ce terme-là pour faire comprendre l'idée, mais la guérison de la blessure d'abandon peut vraiment prendre du temps et nécessiter un effort continu. Mais avec de la patience, avec de la persévérance, avec du soutien, il est possible de surmonter cette douleur et de vivre une vie vraiment plus épanouissante et vraiment plus équilibrée
en tant qu'adulte. Et ça, faut vraiment se dire que c'est possible. Hmm. Non, c'est super encourageant et ça va encourager Oui. beaucoup de jeunes femmes qui nous écoutent. Et vous Mm. avez dit qu'au début, que vous avez 10 ans d'expérience. Oui. Donc, Oui. pendant des 10 ans, je pense que vous avez vu passer beaucoup de personnes, beaucoup de patients. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui sont passées d'un point A à un point B, enfin, qui ont vraiment progressé et qui ont, entre guillemets, réussi à guérir ou à vivre plus sereinement suite, du coup, à cette blessure de l'abandon? Alors, bien évidemment, oui, j'en ai en permanence dans mon cabinet parce Super. que il faut être honnête, hein, c'est une blessure qui est quand même courante. Mhm. Elle n'est pas présente chez tout le monde, mais elle est très courante quand même. Alors, je peux prendre le cas d'une patiente assez récente. Euh, En fait, c'était une patiente qui démarrait une nouvelle relation et qui s'est retrouvée avec beaucoup d'anxiété. Euh, Elle était très anxieuse dans la relation. Ben, en même temps, voilà, elle avait souvent peur de ne pas être suffisante, pas être suffisamment bien, que son nouveau compagnon la trouve nulle, que son compagnon trouve mieux qu'elle, plus intéressante, plus jolie, etc. Et donc, elle était venue me consulter. Et il s'avère qu'en plus, elle était en relation avec un homme qui lui était peu communicant, c'est-à-dire quelqu'un qui communiquait peu, qui Mhm. était assez peu démonstratif. Un homme qui, pour l'instant, ne voulait pas encore, pas pour le moment, habiter avec elle. Une personne, en fait, qui était un petit peu dans l'évitement. Mhm. Et du coup, du fait de la posture de cet homme-là, bah, elle avait besoin en permanence d'être rassurée dans la relation parce que Mhm. forcément, elle, le fait qu'il soit peu engagé ou pas suffisamment engagé à son goût dans la relation venait réveiller sa blessure d'abandon, mais très très régulièrement. Et du coup, elle avait toujours peur d'être quittée. Elle, euh, Elle avait des fortes angoisses lorsqu'elle se retrouvait seule ou lorsque son compagnon ne répondait pas suffisamment rapidement à ses SMS. Elle avait toujours peur d'être trompée. Enfin bon, Wow. c'était très 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 Mhm. anxiogène et très difficile. Et du coup, en travaillant avec elle sur ces traumatismes de l'enfance qui lui avaient fait ressentir ce sentiment d'abandon, en travaillant avec elle sur euh, l'acceptation de ce qu'elle ressentait, en l'aidant avec différents outils pour que les émotions qu'elle vivait soient un petit peu moins douloureuses, en travaillant sur ses croyances, sur ses schémas de pensée, sur son estime d'elle-même, sur ses besoins, sur sa capacité à communiquer, de manière authentique et sans crainte ce qu'elle ressentait, quels étaient ses besoins et sur ce qu'elle n'acceptait pas chez l'autre, eh ben en fait, elle a fini par se sentir, elle, plus en sécurité affective déjà. Ok. Donc du coup, elle s'est retrouvée plus en sécurité aussi dans sa relation amoureuse. Et donc du coup, elle a eu moins peur d'être quittée. Elle a réussi à être beaucoup moins oppressante, beaucoup moins euh, euh, anxieuse dans sa relation et elle a Mhm. réussi à prendre plaisir à être seule, même lorsque son compagnon était absent. Et du Wow. coup, bah, lui, en fait, en se sentant moins oppressé, etc., ça a fait changer leur relation. Wow. Et du coup, c'est même un homme qui a fini par proposer à cette femme, alors qu'il ne voulait pas s'engager pour l'instant dans une vie à deux, bah, qui lui a proposé de vivre avec elle. Vous Wow. voyez comme les choses peuvent vraiment évoluer. Hein. Wow. Non, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vraiment encourageant, en fait. En fait, ça se voit Oui, qu'il est possible, mais par contre, il faut se faire accompagner, il faut ouais, travailler, il faut persévérer, etc. Mais c'est possible. oui, Waouh. En tout oui. cas, merci. Merci beaucoup. Bah, déjà, on va terminer sur cette bonne nouvelle. Merci beaucoup pour vos mots, pour les explications, pour les encouragements. Et je vais inviter toutes les petites sœurs qui ont des besoins, des questions, etc. Bah, déjà, n'hésitez pas à suivre sa page Instagram. Comme d'habitude, vous aurez toutes les informations sur la barre de description. N'hésitez pas à la suivre, à lui envoyer des messages, des témoignages si ça vous a fait du bien. Et moi, je vous encourage toujours si vous avez des besoin de vous faire accompagner, à suivre des thérapeutes, des psychologues. Je ne le dirai jamais assez. Ce n'est pas une honte de consulter un psychologue. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous faire gagner du temps même des années. Donc voilà, donc Mm. n'hésitez pas si vous en avez besoin.
Voilà, est-ce que Sandrine, vous avez un dernier mot pour la fin à dire du coup aux petites sœurs qui nous écoutent? Oui, ok. Déjà, vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette souffrance. Déjà, vous avez la chance d'être entouré par la communauté de Wegina, qu'il semble être une communauté et en tout cas une écoute très attentive. Vous êtes entouré aussi de vos amis, peut-être par votre famille, et en tout cas des professionnels aussi qui peuvent vous accompagner vers un mieux-être. Donc vraiment, le fait d'être convaincu que vous n'êtes pas seul dans votre souffrance et que vous n'êtes pas la seule à souffrir de telles choses, en fait peut déjà être quelque chose qui peut vous apaiser. Voilà. Hmm, Je totalement. finirai comme ça. Super, merci beaucoup. Merci encore pour vos mots, merci pour votre aide, pour votre temps. Et j'espère que petites sœurs, les petites sœurs qui nous écoutent actuellement, que ça vous a fait du bien tout simplement. N'hésitez pas, passez à l'action. Vous avez toutes les ressources nécessaires actuellement. Vous pouvez contacter Sandrine, vous pouvez prendre des rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas, enfin, il y a de l'espoir, tout est possible, le meilleur est à venir. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle invitée, avec de nouvelles personnes, nouvelles thématiques. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ta grande sœur qui t'aime.